Alors, t'as prévu quoi pour le sketch de l'intro de la vidéo du vendredi? Ah, moi j'ai rien prévu, je laisse Antoine faire ce qu'il veut. Antoine, t'es sûr? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Cette semaine, Super Fantasy Brawl, 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 Super Fantasy Brawl. Bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi, salut Antoine. Hello Alex. On a plein de choses à vous annoncer, notamment 3 choses particulières. La première, c'est qu'il y a actuellement un concours sur Instagram pour gagner des places, 2 places gratuites pour aller au BGF, le Bordeaux Geek Festival, qui se tiendra du 27 au 29 mai. Voilà, donc là il y a un concours sur Instagram qui a été lancé, et la semaine prochaine on vous donne les résultats. Donc j'espère que vous allez gagner, j'espère que vous serez nombreux. Pourquoi? Parce que nous, avec Antoine et Alice, on y sera également, et notamment il y a des petites places, des emplacements prévus pour les prototypeurs, et donc du coup avec Antoine on aime bien aussi nous prototyper des jeux, et donc on espère vous y voir très nombreux, notamment si vous pouvez jouer à nos prototypes, ça nous ferait vraiment très plaisir. Autre particularité, donc deuxième annonce, là l'autre annonce ça concerne les Lucky Days, pardon, les Lucky Duck Games, qui font du coup des Lucky Days. Les Lucky Days c'est à partir de maintenant jusqu'au 28 mai. Vous avez dans toute la gamme des Lucky Duck, donc vous allez avoir Destiny's et notamment Chronicle of Crime, mais il y en a plein d'autres. Vous allez avoir 2 jeux achetés, moins 50% sur le deuxième. Donc c'est très très cool, très belle offre qui va continuer jusqu'au 28 mai, important. La dernière annonce, c'est tout bête, mais juste en bas, normalement, là j'ai inséré l'avant-première de Riverside que vous allez avoir à la fin de cette vidéo. Donc si vous voulez directement passer à la fin de la vidéo, vous pouvez. Mais en attendant, nous, on va passer aux nouveautés. Et donc on commence tout de suite avec un nouveau jeu de chez Richard Garfield, l'auteur notamment de Magic, entre autres connu pour ça, mais aussi du génialissime The Hunger que j'adore. Ici c'est un jeu édité par Alea, c'est distribué par Yellow, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, à partir on va dire de 10 ans, je pense qu'ils mettent 12 ans sur la boîte. On est sur une partie d'environ 3/4 d'heure, je pense. Ça peut drastiquement se réduire au fur et à mesure des parties. Dans la boîte vous avez 4 crayons gris, c'est toujours important dans un roll and write, des dés évidemment parce qu'on va roller des choses, notamment des dés. Ici vous en avez 4 blancs et 1 noir, et on va chacun avoir une fiche qui sera strictement la même, mais dans la boîte vous avez 2 blocs différents, et notamment chaque feuille est recto verso, et donc vous avez en tout 4 donjons différents. Pourquoi? Parce que dans Dungeons, Dice and Danger, on va explorer un donjon, on va essayer de trouver des trésors, des gemmes, vaincre des monstres, bref, on va essayer de faire plein de choses pour marquer un maximum de points de victoire sans périr durant cette quête, parce qu'on peut périr dans ce jeu. Comment ça se passe? C'est ultra simple. Vous allez avoir un donjon au début duquel vous allez pouvoir vous placer dans différentes cases, notamment donc au début de chaque tour vous allez pouvoir lancer les dés, donc le joueur actif lance les dés, et ensuite vous avez le choix d'utiliser plusieurs combinaisons, un petit peu comme Can't Stop pour ceux qui connaissent Can't Stop. En fait on choisit 2 paires de dés qu'on va constituer. Donc là par exemple je peux choisir n'importe quelle paire de dés en prenant les 5 dés. Comme je suis le joueur actif, je suis le seul à pouvoir utiliser le dé noir. Les autres joueurs passifs du coup ne pourront pas utiliser ce dé. Et donc on fait nos différentes combinaisons. Donc je pourrais très bien faire 7 et 10 par exemple, et je n'utilise pas le 4. Ou alors je peux faire 8 et 11. Bref, vous voyez les multitudes de possibilités, notamment quand on est joueur actif. Ces 2 valeurs-là, en fait, je vais pouvoir les griser. Vous voyez qu'il y a différentes valeurs dans différentes cases. Je vais pouvoir les griser. Notamment, au début de la partie, je vais pouvoir commencer par cocher des cases vertes ici. Au début, c'est vraiment les cases de commencement. Vous voyez qu'il y en a des 2 côtés. Ça, je peux toujours les griser quand je veux. Donc là, par exemple, si j'ai pris 8, je peux commencer à griser le 8 qui est ici. Hop, et je grise mon 8. Et si par exemple j'avais pris le 9, j'aurais pu poursuivre ici, parce que quand je coche des cases, je les coche toujours soit dans le vert, soit adjacent à une case qui a déjà été cochée. Attention, lorsque vous arrivez près d'un monstre, ici vous verrez, il y a des monstres qui permettent de débloquer des gemmes. C'est important les gemmes parce que ça fait des points. Et bien en fait, les monstres ici vont avoir des chiffres noirs et des chiffres blancs. En fait, le chiffre noir, il est autorisé pour colorier un petit carré. Donc pour chaque ici 5 que je ferai, je pourrais colorier des petits carrés. Et lorsque tous les carrés seront coloriés, la salle elle est débloquée, je débloque les gemmes qui sont ici, et ensuite je pourrais poursuivre comme d'habitude. Le seul truc c'est que les valeurs qui sont ici sont blanches, et elles ne sont grisées, donc elles deviennent noires en fait, qu'à partir du moment où j'ai colorié les cases grises qui se trouvent autour du monstre. Donc plus j'arrive à griser de cases autour du monstre, plus je vais pouvoir débloquer des valeurs que j'utiliserai comme des valeurs noires. Donc ça c'est très malin. Vous allez pouvoir poursuivre, récolter des gemmes. Quand vous collectez des gemmes ici, vous avez une petite barre ici qui vous permet de
griser à chaque fois des cases lorsque vous collectez des gemmes. Vous allez avoir également dans d'autres cas la possibilité de débloquer des petits trésors. Et notamment ici, vous avez des cases jaunes qui sont des coffres. Les coffres sont importants, pourquoi? Parce qu'ils vous permettent de débloquer différents effets, notamment le fait de pouvoir utiliser plus de dés noirs, parce que oui, je ne vous l'ai pas précisé, mais parfois, quand vous êtes joueur passif, vous avez envie d'utiliser le dé noir, et bien vous le pouvez, en grisant ce petit carré-là, vous dites j'utilise le dé noir, alors que normalement j'ai pas le droit, bah avec ça j'ai le droit. Je peux le faire jusqu'à 3 fois de base, mais avec un coffre, je peux aller jusqu'à 6 fois. Ici, je peux avoir plus de points de vie. Les points de vie, c'est quoi? C'est ultra simple. Quand je dois rentrer une valeur et que malheureusement je ne peux pas, eh bien je grise la case la plus haute. Si jamais j'arrive tout en bas, eh bien malheureusement je suis éliminé. Évidemment, en grisant des cases, bah, je me augmente drastiquement le nombre de points que je vais perdre à la fin de la partie. Et le jeu se résume tout simplement à avancer comme ça, de case en case, en rentrant les différentes valeurs, en essayant de vaincre les monstres avant les autres joueurs, parce qu'effectivement, quand vous arrivez à vaincre un premier monstre, un monstre avant les autres, bah du coup vous gagnez plus de gemmes que si vous êtes deuxième à le faire. Vous allez continuer à chaque fois, vous allez marquer des points, et ce qui est hyper bien, c'est qu'en fait vous avez une asymétrie sur les feuilles, c'est que dans certains donjons, bah, y a des monstres qui sont complètement différents, et il y a des manières de marquer des points de victoire qui sont complètement différentes, elles aussi. Là on voit une partie qu'on avait faite avec Antoine, j'ai perdu 4 points parce que j'ai perdu 4 points de vie. J'ai réussi à débloquer la torche qui permet de griser n'importe quelle case tant qu'elle est adjacente à une autre case grisée. J'ai pu utiliser grandement le dé noir qui m'a bien servi durant cette partie. À la fin, j'ai débloqué des trésors et des petites gemmes qui m'ont fait pas mal de points. J'ai perdu mes 4 points qui sont indiqués dans les points de vie et j'ai fait un total de 54 points. Je sais pas si c'est bien, je pense que c'était un peu moisi parce que je crois que de mémoire, toi t'as fait 74. Ouais, tout à fait. Voilà, donc je me suis fait un peu éclater sur ce donjon-là. Mais c'est très cool, franchement, c'est très prenant comme jeu parce qu'en fait la mécanique elle est simple, je lance les dés et je fais mes combinaisons dans mon coin. L'idée c'est que il faut bien ajuster vos combinaisons parce que sachez que il y a des moments où vraiment vous n'allez pas pouvoir rentrer les valeurs que vous voulez. Donc faites attention à bien utiliser vos valeurs pour justement vous donner le plus de possibilités possibles et pas vous retrouver bloqué. Voilà, ça c'était Dungeon, Dice and Danger et on continue avec le même auteur pour le jeu qui suit. Salut à tous, et effectivement c'est bien un jeu de Richard Garfield et pas n'importe lequel. Alors c'est pas réellement une nouveauté, voire pas du tout Robo Rally, mais c'est plus un retour en stock, une nouvelle édition de Robo Rally avec ici les petits robots en couleur qui sont très cool. Dans les versions précédentes c'était soit grisé soit métallisé, là ils sont en couleur, ça fait plaisir. Je vais récapituler Robo Rally pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le premier jeu de Richard Garfield, ou presque, puisqu'en fait Richard Garfield il avait créé Robo Rally, il allait le présenter chez Wizards of the Coast à l'époque. Et Wizards of the Coast n'avait pas beaucoup d'argent à cette époque, donc c'est presque une autre dimension, un autre univers à nos yeux. Et ils lui ont dit, écoute, fais tes preuves, est-ce que tu pourrais bosser sur un petit jeu de cartes et, voilà, Magic the Gathering. Et comme Magic the Gathering, ça a très bien marché, j'imagine que tout le monde le sait aujourd'hui, ils lui ont dit, ok, on peut te faire Robo Rally, ouais, on peut bien faire cette fleur, ouais. Et donc voilà, Robo Rally a été édité, donc là je vous parle de début 90, et c'est un jeu qui n'a pas vieilli. On est entre un jeu de stratégie et un jeu d'ambiance, donc pour 2 à 6 personnes à partir de 12 ans. On a un plateau, voire même plusieurs plateaux, puisqu'en fait on va y faire des courses, et donc il y a plein de plateaux de courses. À chaque partie on choisit une course, on va y faire une mise en place bien particulière. Soit cette mise en place vous allez la prendre dans un livret, soit vous pouvez faire une mise en place de votre propre crue pour créer vos propres courses. Vous allez y placer donc différentes choses, et notamment et surtout des checkpoints. Et en fait c'est simple, vous avez votre robot, si vous arrivez à passer tous les checkpoints avant les autres joueurs, au dernier checkpoint vous gagnez la partie. Autre moyen, éliminer tous les autres. Oui, parce que vous allez avoir des points de vie en gros, et vous allez pouvoir vous faire éliminer bêtement. Alors comment ça fonctionne? C'est un jeu de programmation. On va à chaque tour recevoir un certain nombre de cartes, ce sont des cartes d'action. Avancer, tourner à droite, reculer, avancer de 2 cases, etc. Je vais programmer mes 5 actions devant moi. Donc il y a des cartes qui ne vont pas être utilisées, mais je vais en programmer 5 en tout cas. Et on va révéler toutes nos cartes et on va les faire une phase. On va donc faire avancer nos robots. Alors pas tous en même temps, non. Sur chaque carte, il y a une vitesse. Et si vous avez une vitesse supérieure par rapport aux autres joueurs sur la carte numéro 1, c'est vous qui allez faire la carte en premier, puis en deuxième pour le joueur suivant, et ainsi de suite. Et le but du jeu, ça va être donc d'arriver à bon port. Mais évidemment, on ne sait pas ce qu'ont programmé les autres. En plus, il va y avoir des pièges sur le plateau, des tapis roulants qui vont faire décaler tout ça. Et à chaque fin de tour, une fois que tout le monde a fait ses 5 actions, on va regarder s'il y a des lasers sur le plateau qui vous touchent.
ça va vous attaquer. Et si vous touchez d'autres joueurs, parce qu'en fait chaque robot va tirer en ligne droite devant lui sur un autre robot. Quand un robot est touché, eh bien dans un premier temps il va juste perdre des points de vie, en gros, hein, de programmation, et par la suite eh bien ça va bloquer des cartes. Donc vous avez programmé une carte, vous êtes buggé, et cette carte vous êtes obligé de la jouer tout le temps dans votre programmation, et ça va vous faire galérer de plus en plus. Et si vous perdez votre dernier point de vie, vous avez 3 vies en gros, et ben là vous êtes définitivement éliminé. Voilà en gros pour Robo Rally. Tu peux rappeler juste le nombre de joueurs? 2 à 6 joueurs. Okay. 2 à 6 joueurs pour Robo Rally. Je vous l'ai dit, il y a un côté ambiance, donc plus vous allez être nombreux, et plus ça va être chaotique, et plus ça va être drôle, et plus on va être dans le côté ambiance. On va passer dans une ambiance beaucoup plus dark. Une ambiance beaucoup plus dark avec The Thing, le jeu de plateau, un jeu de Giuseppe Cicero et Andrea Crespi. C'est Matago qui distribue ça. Pour 13 ans et plus, de 1 à 8 joueurs. Oui, il y a un mode solo pour des parties d'environ 1h30. Donc l'adaptation du célèbre film de Carpenter, un film que j'adore, donc je suis très content de vous en parler. Et sachez que j'ai très envie d'y jouer aussi. Je récapitule l'idée du film The Thing et vous allez comprendre l'idée du jeu si vous ne connaissez pas le film. Ce sont donc des scientifiques et personnes d'autres métiers très utiles qui sont dans une station polaire. Et dans cette station polaire, il y a une créature extraterrestre a priori qui peut se métamorphoser en être humain. En gros, elle prend votre apparence, elle vous remplace. Cette créature aussi, elle peut se transformer en chose ignoble ici. Son but, ça va être non pas de tous nous tuer, mais de se fondre dans la masse en fait pour s'échapper avec nous et rejoindre la civilisation. Et s'il arrive à faire ça, elle risque de contrôler le monde entier. On va éviter que ça arrive. C'est donc pas un jeu tout à fait coop, puisqu'en fait, il va y avoir en début de partie un traître parmi nous, un joueur qui va jouer The Thing, la chose, et ce joueur va donc, comme je vous l'ai dit, devoir se fondre dans la masse ou, à défaut, tous nous tuer si jamais on repère que c'est The Thing. Encore mieux, se fondre dans la masse et bien parasiter les autres joueurs. Et donc petit à petit, les autres joueurs pourront possiblement devenir, en cours de jeu, infectés, devenir des choses eux-mêmes et vont devoir gagner par le même moyen. Alors en gros, comment ça se joue? On a chacun notre petite figurine de personnages, figurines de petites standees, les petites silhouettes, le plateau de jeu. Il y a un côté un peu Ameritrash vite fait parce que déplacement sur le plateau, parce qu'un thème très fort, mais en même temps il n'y a pas de lancer de dés, ça va être de la programmation d'action. À chaque manche il va y avoir une personne qui va en gros distribuer des actions aux autres joueurs, ça va être leurs mains et ces joueurs là ils vont programmer avec ce qui leur a été donné. Alors si vous êtes la chose, vous allez plutôt pourquoi pas leur donner des actions un petit peu pourries. Ces actions ça peut être de réparer ou de saboter différents éléments du jeu, où il y a des actions qui servent aussi à rien. Et puis bien sûr si vous voulez que tout le monde y arrive, vous allez essayer de distribuer les cartes au mieux, sauf si vous avez des suspicions. Comment est-ce qu'on gagne? Oui, parce que je parle comment on perd depuis le début, mais il y a moyen de gagner, il y en a même 2. Il va falloir soit réparer la pelleteuse, le malchien qui sert à pousser la neige, je ne sais pas comment ça s'appelle techniquement, soit lancer suffisamment d'appels radio pour qu'il y ait l'hélico qui vienne vous emmener. Attention, si vous emmenez un ou plusieurs joueurs infectés avec vous, c'est fini, c'est perdu quand même, donc il ne faut surtout pas que ça arrive. Autre moyen, ça peut être de dégommer la chose aussi, hein, évidemment. Pour ça, il va falloir repérer qui est la chose. Pour repérer qui est la chose, à chaque fois que vous allez croiser un joueur qui est la chose, vous allez avoir de la suspicion qui va s'augmenter entre vous. Donc plus on se croise entre nous, plus ça fait augmenter la suspicion, et la suspicion, ça va vous permettre d'avoir plus facilement des indices sur qui est la chose. Donc quelqu'un qui est trop dans son coin, c'est un peu louche parce qu'il essaie d'échapper à toute suspicion. Et ouais, mais en même temps, The Thing, la chose, elle va essayer de vous rencontrer. Pourquoi? Parce que quand elle vous rencontre, elle peut essayer de vous parasiter. Et donc, quelqu'un qui va trop essayer de rencontrer tout le monde, c'est aussi louche. Donc, on va être complètement parano dans ce jeu, et à juste titre. Hein. Il y a plein de choses à faire, notamment, on va pouvoir gérer comment ça s'appelle, la chaleur, le truc qui produit l'électricité et qui fait qu'on va pas mourir de froid. Voilà. Le générateur. Le générateur, voilà, qui va produire de l'énergie, donc de la chaleur, parce que ça aussi c'est un moyen de perdre. S'il n'y a plus de chaleur, c'est fini. On va gérer aussi le générateur qui gère la lumière, l'éclairage. Oui, c'est un jeu de programmation, mais si on est dans le noir, on programme n'importe comment nos cartes. Et ça va être la galère. Bref, il y a plein de choses à faire dans The Thing. Il y a une des choses rigolotes, c'est si on a repéré qui est The Thing, qui est la chose, ceux ou ces joueurs d'ailleurs peuvent choisir de se révéler. Et là on passe en mode Ameritrash, on court après les humains et on va essayer de les bouffer. Voilà, donc je pense qu'il y a du fun à tous les étages dans The Thing, et pourtant on est dans une vraie ambiance horrifique, respect parfait de la thématique. J'ai très envie d'y jouer. Jeu suivant.
Et les jeux suivants, c'est l'actu JDR avec Brancalonia. Alors Brancalonia, le jeu, pas tout à fait, puisqu'en fait c'est juste le kit de découverte. Kit de découverte, souvent c'est du papier de kit de découverte pour que ça soit pas cher et c'est du papier qui va vite fatiguer. Bah là pas du tout, c'est du beau papier glacier. Qu'est-ce que c'est que Brancalonia? Eh bien c'est marqué ici, c'est de la fantasy spaghetti. Mais c'est donc de la fantasy gastronomique. C'est génial. Non, pas du tout. C'est comme le western spaghetti. Eh bien c'est du Donjons et Dragons, hein, en gros, du medieval fantasy dans une ambiance à l'italienne. Et donc je cite pas Donjons et Dragons pour rien, puisque ce sont des règles qui sont entièrement compatibles avec la 5e édition. 5e édition de quoi? C'est marqué où Donjons et Dragons? C'est pas marqué, ils n'ont pas le droit, mais c'est clairement Donjons et Dragons. Donc le jeu devrait arriver en fin d'année, si je dis pas de bêtises, à partir de septembre. Il y a déjà le petit kit de découverte, surtout n'hésitez pas à y jeter un œil. Juste à côté, là, ici, sans d'encre, un setup, comment ils appellent ça, un cadre de jeu pour épisode pilote pour Monster of the Week dans une ambiance Harry Potter. Donc Monster of the Week, ça fait 2-3 semaines que je vous en parle maintenant. Je vous l'ai déjà dit, c'est un jeu de rôle que j'adore, qui se joue avec le système Apocalypse, qui est très narratif, très facile à prendre en main. Et il y a plein de petits livrets comme ceci pour vous donner des épisodes pilotes. Ouais, parce que Monster of the Week, ça fonctionne un petit peu comme une série des années 90, la trilogie du samedi soir, un épisode, un monstre. Et bien dans ce setup là, eh bien, on joue des apprentis magiciens donc, qui étudient dans une école de magie qui se trouve être dans une épave de bateau, si j'ai bien compris. Et il va y avoir des histoires de démons et de grimoires maudits et de trucs qu'on aime bien trouver quand il y a des histoires de magie. Et puis à côté de ça, on sent tout le potentiel d'une école de magie, autant en termes de narration et d'aventure que en termes de relations entre les personnages. Voilà, il va y avoir les Weasley d'un côté, il va y avoir, on voit très bien tous les personnages qu'on peut faire dans ce genre d'univers. Par ici, du supplément pour Starfinder, et pas qu'un peu. Il y a d'un côté le guide des options de personnages. Alors au cas où vous trouviez qu'il n'y avait pas assez d'options de personnages dans Starfinder, ce que personnellement je ne comprends absolument pas, parce qu'il y a tellement de possibilités, c'est fou. Il y a du rab, il y a du rab, 2 nouvelles classes, il y a 3 nouvelles classes, je les ai lues, je les ai oubliées, j'ai pas fait mon travail. Ici il y en a une qui m'a marqué, c'est le biomancien ou le biohacker, okay. Un truc comme ça. Donc en gros il va agir directement sur la vie, et je sais pas trop en quoi ça fonctionne, en quoi ça consiste, parce que je l'ai pas lu, mais il y a de nouvelles options de personnages, il y a de nouveaux archétypes, des rôles en fait, parce qu'on peut choisir d'avoir une classe de technomancien, mais d'être plutôt le leader, enfin voilà, ça fonctionne un petit peu comme ça, Starfinder. Bref, plein de nouvelles options, il y a de la page, j'ai pas regardé combien il y avait de pages, on va regarder combien il y a de pages, il y a un paquet de pages. Je vais vous montrer les illustrations, parce que j'aime bien les illustrations de Starfinder, elles sont très très cool. On est sur du 160 pages à peu près, et donc je vous parle de Starfinder depuis tout à l'heure comme si vous saviez tout ce que c'est. C'est de la science fantasy. À savoir, en gros, c'est Pathfinder, le jeu de rôle medieval fantasy, mais des centaines et des centaines d'années plus tard, et dans l'espace. Donc il y a toujours des dieux, des magiciens, des elfes, des nains, mais désormais il y a aussi tout un tas d'aliens et de vaisseaux spatiaux et de trucs cool dans ce genre. Il y a un côté Mass Effect en fait. Il y a un côté Mass Effect, entre Mass Effect et Donjons et Dragons. D'accord. Le mélange parfait quoi. Et juste à côté, Signal Hurlant, c'est la 3e campagne pour Starfinder. Il y avait déjà eu une première campagne qui était en 6 petits volumes. Attention au reflet. Comme ceci normalement t'en as pas, c'est bon? Nickel. Une première campagne en 6 petits volumes souples, une deuxième campagne qui s'appelait l'attaque de l'Essaim qui était en 2 volumes. Celle-ci elle est en un seul volume, c'est pour des personnages un petit peu déjà comment on appelle ça, expérimenté, c'est ça que je cherche comme mot, parce qu'il faut être niveau 7 et on va être dans une ambiance très 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 dark. J'adore toujours les illustrations de Starfinder et de Pathfinder, c'est monstrueux. Hop là, pas trop de spoil, puisque il y a des gens qui deviennent démons et qui se mettent à massacrer tout le monde autour d'eux. Mais serait-ce un plan de Zonkuten, le dieu sadique de la souffrance et du sadomasochisme? Probablement, je sais pas, je l'ai pas lu, mais on dirait un côté un peu Horizon Zero Dawn. Non, c'est pas Horizon Zero Dawn. Ah, le jeu dans l'espace, Event Horizon. Ouais, je pense qu'il y a de ça, je pense que c'est très inspiré de ça. Regardez-moi ce personnage, je sais pas du tout ce qu'il augure, mais rien de bon, et cette espèce d'astéroïde en forme de cœur palpitant, c'est dégueulasse. Mais ben voilà, ça va être ce genre d'ambiance qu'on va trouver dans cette campagne Signal Hurlant pour Starfinder. J'ai l'impression d'ouvrir des trucs. Oui, il y a des trucs ici. Oui, les nouveautés, c'est bon. Les nouveautés, c'est bon. Mais, on a des petits bravos à faire. Le premier bravo, eh bien, c'est pour le jeu de rôle Night qui a gagné le Grog d'or. Donc, le Grog d'or, c'est la récompense du Grog, le guide du rôliste galactique. Je crois que j'oublie rien. C'est un site qui est absolument
cool, génialissime, très référencé sur le jeu de rôle. Et bien tous les ans ils font le Grog d'or. Et ben le Grog d'or cette année c'est Night. Et ben nous on est trop contents parce qu'en fait on joue à Night avec les collègues, avec Alice, avec Alex et avec d'autres amis. Et franchement, pour moi, c'est une de mes meilleures expériences de jeu de rôle pour l'instant, autant pour l'univers que pour notre super MJ. Donne-moi des points de gloire. Hein, t'as vu, j'ai dit que t'étais super sympa, donne-moi des points de gloire. Voilà, donc bravo pour Night, bravo à Entremonde et bravo à Colline Pignat et à Simon Gabillot. Vous avez fait un travail absolument incroyable et tout le monde le dit et on le vend vraiment bien. Le deuxième, parce qu'il y a une deuxième place, c'est le Grog d'argent et c'est Stalker, le jeu de rôle. Stalker qui est inspiré d'un livre du même nom qui s'appelle la base Pique-nique au bord du chemin, si je dis pas de bêtises. Je suis en train d'ailleurs de lire le livre en ce moment et ça parle de personnes qui vont dans une zone dévastée par a priori le passage de créatures extraterrestres et on y trouve des artefacts magiques aux propriétés incroyables, enfin magiques, non pas magiques mais pour nous si, parce que c'est de la technologie qu'on peut pas comprendre et le but c'est d'aller récupérer ces artefacts secrètement pour aller les revendre au marché noir et voilà, vous allez jouer ce genre de personnage, très très cool comme programme. Voilà donc pour le point JDR, on passe de l'autre côté. Hey, on va retourner sur une ambiance de The Thing avec Meurtre de sang-froid. Meurtre de sang-froid. Alors j'ai dit The Thing parce qu'en fait l'illustration fait vachement penser au thème de The Thing. Ici c'est plutôt un jeu d'enquête. Je sais pas s'il y a de l'horrifique dedans, mais c'est la deuxième affaire. Vous voyez ici numéro 2 parce qu'avant la première affaire qui était sortie c'était Les Flammes d'Alderstein qui avait très bien fonctionné. Ouais, très bien. Et ben non, ils ont sorti une deuxième boîte chez Ori Games. C'est Ori Games qui fait ce genre de jeu. Ici, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une sorte de boîte. En fait, c'est comme si vous receviez un courrier dans lequel il y a plein d'éléments à l'intérieur. Et c'est à vous, un petit peu comme le schéma l'indique ici, de relier les éléments entre eux, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, de résoudre une enquête, mais un peu guidé par ce qu'il y a de peu dans la boîte. Donc c'est vraiment libre à vous d'essayer de vous débrouiller avec ce qu'on vous donne. C'est des parties, je pense, de entre 1h30 2h. Ouais, complètement, c'est ça. On peut faire peut-être un peu plus. Après, moi, je suis pas très compétent dans les jeux d'enquête comme ça. On l'a vu notamment sur BOI. Moi, j'ai fait un peu de BOI. Je suis vraiment pas bon dans les jeux d'enquête. Heureusement que j'ai mes alliés qui sont là pour m'aider. Mais du coup, si jamais vous êtes un peu intrigué, tenté par ce genre de jeu, parce qu'en fait, c'est des jeux d'enquête qui peuvent se jouer seuls, mais jusqu'à 4-5 personnes. Et effectivement, on est plutôt sur 1h30, 2h en général. Exactement. Tout dépend de votre cerveau. Il n'y a pas de timer. On quitte les jeux d'enquête pour arriver sur un jeu que j'attendais énormément parce que j'ai surkiffé le premier. Oui, et t'es pas le seul. Et c'est celui-ci, c'est Pitch Out, il y a déjà ma tête dessus, ça c'est la deuxième boîte, la première boîte de Pitch Out, elle ressemblait à ceci, il y avait l'équipe rouge contre l'équipe bleue, j'adore les rouges, je les trouve pareil, fumés, ils sont hyper bien. Ici maintenant c'est une deuxième boîte, c'est pas le même illustrateur, maintenant l'illustrateur c'est Nayad et on a toujours le même auteur qui est Adrien Charles, si je dis pas de bêtises. Ici, vous avez deux nouvelles équipes. Alors, avant de vous parler des équipes, pour ceux qui ne connaissent pas Pitch Out, franchement, c'est un des meilleurs jeux de pitch qui existent. C'est comme si le Wargame rencontrait le jeu de pitch. En fait, chaque équipe va se voir attribuer 5 pions d'une couleur. Donc là, les jaunes contre les verts. Vous avez 5 pions, on va dire, ordinaires, des classiques. Chaque pion a sa petite capacité et ici vous avez un petit pion qui est le capitaine et le but du jeu c'est soit d'avoir isolé le capitaine, c'est le seul pion au jeu, dans ce cas là vous gagnez la partie, soit du coup vous l'avez viré de la table de jeu parce qu'effectivement sur Pitch Out on joue en général sur une table de 70 par 70 mais on peut jouer n'importe où, c'est ça qui est génial dans Pitch Out et du coup à chaque tour vous allez pouvoir prendre un de vos personnages, le pitcher, essayer d'éjecter au mieux le capitaine ou alors de l'isoler et dans ce cas là vous gagnez la partie. Là, ce qui se passe en fait dans celui-ci, c'est que il y a la même mécanique, ça change pas le jeu, c'est juste, ça reste toujours trop bien, si ce n'est qu'ils ont rajouté du coup les 3 nouveaux pions élites, parce qu'en fait dans chaque boîte on a en fait 8 pions, les 5 de base et 3 élites qui ajoutent de l'asymétrie parce que les pouvoirs sont pas du tout les mêmes entre les équipes. Et là du coup les 3 nouveaux pions, alors je vous fais pour les jaunes, vous avez les 3 nouveaux pions qui sont celui-ci, je crois que c'est Mesmer qui lui en fait permet de temporiser un pion, c'est-à-dire que lui il va taper un pion ennemi, ce pion ennemi, hop, il est immobilisé, voilà. Il peut continuer tant qu'il touche un pion, il peut immobiliser les différents pions. Évidemment le capitaine est immunisé contre cet effet, sinon c'est trop facile. Celui-ci c'est le grimpeur, dès qu'il touche un obstacle, il pourra se mettre dessus, un peu à cheval comme ceci, et il pourra repartir de cet obstacle-là. Ça peut être très fort, un peu à double tranchant, j'ai peur que si on maîtrise pas bien, il peut se casser la gueule violemment. Celui-là il est joueur, il est gamer. Celui-ci, au lieu de se taper lui-même, il peut utiliser un pion qui est placé sur le plateau de jeu, le récupérer et ce pion-là va être joué depuis son dessus.
donc assez cool comme allié. Les verts, c'est ceux que je préfère parce que dans les verts, nous avons notamment le chaman, je crois que c'est lui. Non, ça, lui, c'est l'hypnotiseur. L'hypnotiseur, il permet, comme son nom l'indique, quand il touche un pion ennemi, il va pouvoir l'hypnotiser et du coup l'utiliser pour virer un pion adverse. Évidemment, pas lui-même, évidemment, c'est pas autorisé. On a le guide. Le guide, lui, il joue. Si jamais je n'ai touché personne, je vais pouvoir jouer un deuxième pion. C'est oufissime. Lui, celui-ci va vraiment permettre d'immobiliser aussi un pion adverse. Si je dis pas de bêtises, vous utilisez des petits pions de golem. Comme ceci, vous remplacez le pion que vous avez touché par un pion golem qui ne pourra pas être utilisé tant qu'il est sous le format golem. Bref, c'est un jeu excellent et notamment, ce qui est génial, c'est le packaging. Parce que là, ils ont fait un travail de fou chez Jocus. C'est qu'en fait, ils ont ici des obstacles. Donc vous avez comme ça. Ça, c'est des obstacles que vous avez placés sur le terrain. En général, vous avez une disposition de base, mais vous pouvez le faire comme vous voulez. En plus, ce qui est cool, quand vous avez un petit verre d'eau ou autre verre liquide à côté, vous pouvez même les placer, ça fera des obstacles en plus sur le terrain, enfin bref, c'est génial. Tu parles de l'apéro, Alex, hein? Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, en fait, ces obstacles-là, ce sont aussi les boîtes de rangement. En fait, la boîte ici, vous la balancez, parce que vous n'en avez plus besoin, vous ouvrez, vous mettez vos petits jetons, vous les empilez, et une fois que vous les aurez tous empilés, votre boîte, vous la mettez dans votre sachet, et tout tient dedans. Wow, le format nomade, parfait. C'est trop bien. Et du coup, maintenant, vous avez 4 équipes. Juste, ça, une tuerie Pitch House. Si vous ne connaissez pas Pitch House, c'est le meilleur jeu à 2 qui existe en pitch, en jeu d'adresse, en jeu de baston, c'est oufissime. On va continuer maintenant, mais plutôt chez les enfants, parce que les enfants aussi ont le droit d'avoir des jeux aussi très très cool. Et là maintenant on a Bingo Island. Et Bingo Island, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui revisite la mécanique du bingo, avec un matériel super cute. Franchement, il y a plein de petits trucs mignons. C'est vrai qu'on vous a pas dit, mais il n'y a pas Alice aujourd'hui. Mais on pense quand même à elle, parce qu'il y a des jeux mignons. Et on sait que Alice aime beaucoup les jeux cute. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir comme jeu? C'est un jeu dans lequel on va essayer de récupérer des trésors dans un sac. Chaque trésor a une forme particulière, et lorsque vous allez piocher un trésor, vous allez pouvoir essayer de le toucher un petit peu en vous disant je pense que c'est pas mal comme trésor. Ouais, j'ai 3 pièces. Dès qu'un joueur aura récupéré son 4e trésor, on met fin à la partie et on compte les pièces. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 6-7 ans. C'est des parties d'environ 20 minutes, je pense. Et donc, pour choper ces trésors-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de récupérer soit 2 objets identiques parmi les 3 présents, donc une longue vue, une pelle et une carte. Donc, dès que vous en avez 2 identiques, vous pouvez récupérer un trésor. Ou, quand vous en avez 3 différents. Et là, vous allez me dire, d'accord, mais pour les trésors, il faut des objets. Et comment on récupère les objets? Eh bien, en fait, c'est sur votre plateau. Là, vous avez un plateau personnel. Ici, vous avez un marché qui est commun à tous les joueurs. Et en fait, sur le plateau personnel, on va pouvoir agencer différentes ressources. Et au début de la partie, en fait, le premier joueur, qui va tourner à chaque fois, va faire un petit coup dans cette petite fléchette. Donc, cette petite boussole va indiquer ce qu'on va pouvoir récupérer. Là, je peux récupérer un joker, une aubergine, une petite noisette ou un gland. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est un gland. Ici, un poisson. Et ici, ça doit être une pomme ou une mandarine, je ne sais pas, je dirais une mandarine. Donc quand je passe ici, donc là par exemple c'est un joker, je récupère ce que je veux. Quand je récupère un élément, là par exemple je vais prendre un poisson, et tout le monde va prendre une ressource en particulier. Là c'est un joker, donc je prends ce que je veux, mais si c'était là-dessus, par exemple, tout le monde aurait pris un poisson. Donc tout le monde simultanément prend le poisson et le place sur son plateau. Et évidemment, quand je fais une ligne ici, par exemple, je vais pouvoir récupérer une tuile. Donc il y a 2 possibilités. Quand je fais une ligne, si ici je n'ai pas de personnage, je vais pouvoir récupérer dans le marché avec le symbole qui correspond un personnage que je vais placer ici. Ou alors si j'ai déjà un personnage, je peux récupérer l'objet qui est indiqué juste en face du personnage ici. Donc ici je récupérais une longue vue. Ce qui est hyper malin, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va placer des éléments, il va y avoir aussi la possibilité de prendre un 2e personnage, si je fais une ligne ici, pour le placer ici également. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il y a des moitiés d'objets qui se forment à chaque fois. Et c'est là où l'enfant en fait va essayer, ou même l'adulte, va essayer de chercher à créer des combinaisons parce que automatiquement quand je fais ça, je gagne directement une pelle. Et évidemment, si j'en avais déjà une, boum, ça me fait 2 identiques et je vais chercher un petit trésor. Évidemment, quand je farfouille, ça va pas durer des heures. Si jamais on sent que la personne est trop longue parce qu'elle a essayé de toucher en disant lui il a pas l'air bien, là les enfants, tout le monde autour de la table peut compter en disant 1 bingo, 2 bingo, 3 bingo. Il y a 3 bingo, évidemment, vous sortez et vous regardez ce que vous prenez. Tout simplement. Trop cool. C'est un jeu hyper efficace, super simple, ça prend une mécanique que les enfants connaissent pratiquement tous, et s'ils ne le connaissent pas, ça permet aussi de leur apprendre comment on joue au bingo, tout simplement, avec cette petite flèche. Moi j'adore ces trucs-là, ça me botte toujours. Il y avait ça dans Montana, j'adorais ce principe de ressources, c'est toujours efficace. Bref, voilà, ça c'était le Bingo Island, et maintenant on passe derrière le comptoir.
Et derrière le comptoir, qu'y a-t-il? Eh bien pour commencer, il y a une petite extension pour Munchkin qui s'appelle Trésor caché. C'est une compilation, un best-of, plutôt une compilation de plein de petites cartes promo qui étaient situées à droite, à gauche, qu'on pouvait trouver soit sur des conventions, soit qu'on pouvait acheter que sur le site de l'éditeur. Et ils les ont toutes mises dans cette boîte-là. Alors il y en a qui sont pour Munchkin de base, et puis il y en a qui sont pour les Munchkin spéciaux, Star Munchkin, Munchkin Toulouse, Zombie, etc. etc. Sachez que tous les Munchkin ils sont compatibles, hein, donc il n'y a pas de problème. Si vous êtes une fan de Munchkin, même si vous avez que la boîte de base, ça fonctionnera. Si vous avez les autres, c'est encore mieux. Il y a également cette extension pour Prehistories Evolution. Qu'est-ce que je peux dire sur cette extension? Ça rajoute essentiellement des enveloppes en fait. Et du coup, ça va scénariser le jeu d'après ce que j'ai vu derrière. Tu peux montrer d'ailleurs la boîte aux différentes personnes. Voilà. Du coup, là, vous avez un peu le détail de ce qu'il peut y avoir dedans. Honnêtement, je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Mais d'après ce qui est marqué et d'après ce que j'ai vu moi dans différentes vidéos et informations, c'est qu'effectivement, ça va un peu plus scénariser et modifier votre jeu en fonction des enveloppes que vous aurez choisies. Un peu à la paléo, pardon. Ok, à la paella. Il faut qu'on mange, je crois. Hein. À la paléo? J'ai dit à la paella. Oui, je sais, mais c'est moi, j'ai la dalle. Alors, il faut qu'on mange, dis donc. Donc, on va partir sur du wargame. On va partir sur du gros wargame avec Imperial Struggle dans un premier temps. Imperial Struggle, c'est un wargame pour 2 personnes et ça va retracer les guerres entre la France et la Grande-Bretagne entre la fin du XVIIe et plus ou moins jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est donc, comme je vous l'ai dit, un jeu uniquement pour 2 personnes, donc un jeu de duel, et on est sur du wargame. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense que c'est encore des jeux un peu de niche, quoi. C'est pour nos fameux joueurs experts qu'on aime. Ouais. Voilà, là, on est sur du jeu historique qui vraiment veut coller à la réalité. On va vraiment faire toutes les années, sachant qu'on va alterner période de guerre et période de paix, et que durant donc les périodes de paix, vous allez donc forcément vous préparer à la guerre. En wargame, toujours. Race to Moscou. J'ai failli le faire tomber, tout va bien. Tout va bien, il est sauvé. C'est un jeu pour... Ah oui, alors celui-ci, il nous a fait nous poser des questions. Parce que sur la boîte, il est marqué pour 1 à 3,5 joueurs. J'ai essayé de trouver des informations sur Internet, je n'ai rien trouvé. En fait, je pense que c'est 1, 3 ou 5 joueurs. Mais tu peux pas jouer à 2 ou à 4. C'est très bizarrement écrit sur la boîte, mais je pense que c'est ça, effectivement. Race to Moscou, c'est un jeu dans lequel on joue les forces allemandes en 1941 qui vont partir sur le front de l'Est. C'est l'opération Barbarossa en fait, donc on est encore dans quelque chose de très historique, et plutôt que faire juste la guerre, eh bien on va devoir gérer notre système d'approvisionnement logistique parce que quand on part sur le front de l'Est, c'est ce qui s'est passé à l'époque. Il faut vraiment bien s'organiser contre les intempéries, contre le fait que sur place les ressources vont être très difficiles à trouver, et puis il y a quand même la guerre, hein, donc il va y avoir des conflits sur place et ça va être très difficile à gérer. Et donc si j'ai bien compris comment ça fonctionnait, on va chacun incarner un commandant. Il faudra faire mieux que les autres en fait. Hop. Ok. La dernière boîte, on est toujours dans la catégorie Wargame, c'est Successors. Alors ici j'ai un nom, c'est un jeu de Richard Berg et Mark Simonich. Je l'ai. Ici un jeu pour 2 à 5 personnes. On est aussi sur du Wargame avec de la belle figurine. Allez, je vous la montre. Hop là. Et donc là, ce sont des guerres de succession, vous vous en doutez avec le nom. C'est donc suite à la mort de Alexandre III, on va se cogner dessus et on va essayer d'avoir la plus grosse part du gâteau, voire le gâteau, ce sera encore mieux. Donc voilà, 3 beaux wargames très référencés historiquement parlant. Oui. Et on arrive à la fin de cette vidéo, donc comme Alex vous l'a annoncé au début de la vidéo, vous allez pouvoir le retrouver là, maintenant, tout de suite. Il va vous faire une superbe présentation du jeu Riverside. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et bienvenue dans ce focus sur Riverside. Riverside, c'est un jeu qui devrait arriver cet été, donc à l'heure où je vous parle, on est en 2022, et donc du coup ça devrait arriver en juillet 2022 grâce à Matago, nos amis de chez Matago. Ici on a un jeu qui va plutôt faire plaisir à tous les fans de Tréfuté, parce que c'est un jeu à cocher. Un jeu à cocher qui va s'accompagner un petit peu comme Get On Board, où en fait vous allez avoir un plateau également, où un petit bateau va se balader, à travers duquel on va pouvoir faire différentes expéditions. Comme tout bon roll and write, ou du moins ici, oui, effectivement là c'est toujours du roll and write, c'est pas du flip and write, mais ici, dans tout bon roll and write, on a évidemment sa petite fiche Excel qui va bien avec ici les différents bateaux de différentes couleurs correspondant aux couleurs de dés, donc ça renvoie un petit peu à la mécanique de Tréfuté. Et ici, petite innovation, ça va être
la petite tuile de capitaine, où on va avoir un principe de température, et justement, j'en viens de vous l'expliquer. Donc au début de la partie, on a un plateau qui est constitué de plusieurs tuiles. Vous verrez qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la mise en place, on les agence un petit peu aléatoirement, ce qui fait que le plateau change complètement à chaque partie. On va avoir notre bateau ici, qui va commencer sur la case ici, et lorsqu'il aura fait un tour complet, qu'il aura fini sur l'ancre, on va compter les points. En gros, un tour, comment ça va se passer? En général, il y a 3 manches. La première manche, elle consiste à lancer ces différents dés. Vous avez des dés de couleur qui correspondent au bateau sur votre fiche, et un dé vert, une sorte de dé de joker, mais qui va avoir son lot de dilemmes, vous allez comprendre pourquoi. Une fois que vous aurez lancé vos dés, vous allez placer le dé vert ici, dans la zone de température élevée. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que là, vous allez trier vos dés par ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Et vous allez regarder quel est le dé médian. Le dé médian, en fait, c'est celui qui se retrouve en plein milieu. Donc là, la valeur médiane, c'est 4. Il se trouve que tout ce qui est au-dessus en termes de valeur de la valeur médiane va passer en température élevée. Hop. Une fois qu'on a déterminé le dé médian, du coup, on se retrouve avec des dés en température basse et des températures ici hautes. Et le bateau va avancer de la valeur du dé ici, la plus haute, dans les températures basses. Donc ici, il va avancer de 4 cases. 1, 2, 3 et 4. Je suis bien le parcours de l'expédition. Une fois qu'on a fait ça, du coup, simultanément, on passe à une phase 2 en fait. Simultanément, chaque joueur va pouvoir choisir un ou plusieurs dés, vous verrez les subtilités, et ça va indiquer, grâce aux valeurs du ou des dés qu'il aura choisi, les différentes coches à faire sur ces différents bateaux. Quand je choisis un dé, alors il y a une particularité, c'est soit je prends un des dés dans la zone froide, dans ce cas-là je vais cocher autant de cases que la valeur du dé. Si là par exemple je prends le 3 bleu, dans l'excursion bleue, je vais cocher de gauche à droite, dans une ou plusieurs rangées, 3 cases, puisque la valeur du dé bleu est de 3. Je peux choisir éventuellement un dé dans les températures chaudes. Le seul souci, c'est que la valeur ici est certainement plus forte, mais au-dessus de votre fiche de score, vous avez 14 emplacements, on va dire 14 coches de flammes, et vous allez en cocher autant que la valeur du dé que vous aurez sélectionné. Donc là, si je prends le 5, j'ai 5 cases dans le blanc, mais par contre, j'ai 5 cases, évidemment, à cocher dans les petites flammes ici. Autre particularité, c'est que à n'importe quel dé, que ce soit zone froide ou zone chaude, je peux y ajouter ce dé-là également, donc le dé vert. Le seul souci, c'est que du coup, le dé vert étant dans une température chaude, je vais forcément ajouter sa valeur aux flammes. Donc dans mon exemple, si je prends le 4 et le 5, je ne coche que 5 dans les flammes, mais 9 dans le bateau rose. Si je prends le 5 blanc et le 5 vert, du coup, j'ai 10 coches dans le bateau blanc, mais aussi 10 coches dans les flammes. Une fois qu'on a fait nos petites coches, il se peut, lorsque on remplit des lignes dans différents bateaux, que l'on débloque, notamment, je renvoie à Tréfuté, des coches dans des couleurs particulières de bateaux, toujours de gauche à droite. Et on va également, lorsqu'on remplit une ligne, gagner un ticket d'une valeur correspondante. Et notamment, les tickets sont importants pour des multiplicateurs de points qui va arriver à la 3e phase, qui est en fait l'excursion. On va prendre le point de départ, le bateau, et jusqu'à 3 cases, on peut aller faire des excursions. Ici, on en a une qui est à 1 case. À 3 cases, j'ai également celle-ci. Et puis à 3 cases ici, j'en ai une autre. Je ne peux pas aller à 3 cases ici, parce qu'en fait, celle-ci, elle est à 4 cases. Mais on a également la possibilité d'utiliser un petit bonus de déplacement pour justement augmenter sa portée, pour aller essayer d'atteindre des excursions plus intéressantes. Quand j'arrive sur une excursion, si celle-ci a une valeur dans une couleur particulière, en fait, je vais regarder dans mon bateau bleu combien j'ai débloqué de tickets. Si j'en ai débloqué 3, et bien dans ce cas-là, je vais multiplier la valeur de mes tickets par la valeur indiquée qui est ici. Donc ici, là, ce serait 9. Et donc ici, j'ai 3 x 9, j'aurai 27. Je vais pouvoir comptabiliser dans le petit premier ponton 27 points. Les prochains pontons devront être supérieurs à la valeur précédente. Donc il faut faire hyper attention à ce que vous rentrez comme valeur, parce que forcément, les valeurs qui suivent devront être toujours supérieures. Lorsque vous arrivez sur des pontons bicolores, vous avez le droit de faire 1 ou 2 des excursions, et dans le même principe, avec les tickets de couleur. Vous allez avoir un cas particulier, notamment avec des excursions sur ce qu'ils appellent les Stavkirke. Je connais pas trop bien le norvégien. Et en fait, ce sont des sortes de... j'allais dire des maisons particulières. En fait, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais c'est dans ce genre de village-là. Vous allez pouvoir marquer des points en comptant tous les tickets, mais sa valeur va varier entre 1 et 2 points. Donc en général, voilà, si vous avez 10 tickets, du coup, vous regardez la valeur du Stavkirke, et vous allez multiplier. Donc là, par exemple, si elle est de 2, vous faites 2 fois vos 10 tickets, par exemple, ce qui vous donne 20 points, ce qui peut être aussi très intéressant. On va continuer à chaque fois les tours, le bateau va se déplacer, on va faire des excursions.
Une fois que le bateau aura atteint l'ancre, comme j'ai dit, c'est la fin de la partie, et on compte les points. Les points, vous le voyez, en fait, ça va être lié au ponton que vous aurez réalisé, pardon, ponton, mais aux excursions que vous aurez faites. Donc les valeurs, vous les additionnez pour les 3 pontons, si vous en avez 3. Vous avez également les valeurs des tickets que vous aurez débloqués, c'est là où les valeurs des tickets ont une importance. Vous allez faire la somme de tout ça. À la fin, vous aurez un énorme score, ou pas, mais en général, vous dépassez assez facilement les 100, 150 points. Si vous arrivez à 400, vous êtes quand même très fort. Et voilà, en fait, vous savez tout du jeu. Donc c'est un jeu à cocher, très accessible, mais qui va vraiment vous donner pas mal de rotors au niveau du cerveau, parce qu'il faut bien gérer les températures de dés. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous aurez des tirages un peu pourris, vous allez vous dire « Ah, bah là, du coup, il n'y a que 1, mais si j'ajoute le dé vert, j'ajoute 5 flammes, mais au moins je me fais 6 coches. Avec 6 coches, je peux débloquer d'autres coches dans un autre bateau, qui me permettra de débloquer des tickets, qui me fera des multiplicateurs de points. » Donc il y a tout ce côté-là de Tréfuté qui va s'enchaîner. C'est assez fluide. J'avoue que les 3-4 premiers tours, on est un peu dans le vague. Mais au fur et à mesure, ça se dégage assez facilement. Et franchement, quand on a fini une partie, on n'a qu'une envie, c'est de remodeler un petit peu le jeu, de se dire « Ah ouais, il faut qu'on mélange les tuiles. On va se refaire une partie avec une nouvelle excursion, un nouveau plateau. » C'est très malin ce petit plateau-là, parce que le fait que ce soit sous forme de tuiles, ça vous donne une rejouabilité encore plus grande que déjà les possibilités que vous avez dans le jeu. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas Riverside, j'espère que ça vous a beaucoup intéressé. Moi en tout cas, je suis très content de vous l'avoir expliqué. J'ai très hâte qu'il sorte. Alors malheureusement, le thème colle pas vraiment avec en adéquation, on va dire, avec le moment où il va sortir, en été. Mais c'est toujours bien en été, on a toujours envie de partir en vacances, là où il neige. Donc avec Riverside, vous pourrez le faire en été. Je vous dis à très bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.